Bonjour et bienvenue à l'Informel. Aujourd'hui, j'ai la chance de m'asseoir avec Sylvain Caron qui en est à sa deuxième participation à titre d'invité à l'émission, mais cette fois, il revient en tant que technicien à la TVC Basse-Lièvre. Après avoir travaillé 1 an comme journaliste animateur à la station, il est passé au journalisme écrit chez InMedia. Son retour lui permet aussi d'animer une chronique techno à l'émission Stéphanie s'informe. Bienvenue tout le monde à l'Informel, puis re-bienvenue à Sylvain Caron. Il faut le dire, c'est la deuxième fois que tu viens. Sur ce format-là, tu es le premier invité qui revient 2 fois à l'émission. Fait que faut que je te fasse une plaque ou je sais pas. Là. Félicitations. Merci de m'inviter. Mais c'est sûr que je reviens dans un autre contexte là aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis c'est pour ça que je trouvais intéressant je trouve ça intéressant de reparler avec toi parce que d'une part, le cheminement que tu as fait, je pense que ça va être le fun de jaser de journalisme avec toi. Puis là, tu reviens pour un peu travailler un autre côté de ta personne qu'on a comme découvert quand tu étais là comme journaliste, qui était tout l'aspect technique. Puis là, les gens qui nous écoutent l'ont peut-être vu passer aussi à l'émission de Stéphanie, où tu as fait une chronique technique, qui est intéressante d'ailleurs. Ça, c'est toi, j'ai peine à comprendre comment est-ce que ça a pu arriver qu'on soit dans cette situation-là avec l'informatique à cause de la pandémie. C'est un simple, comme je vous expliquais, c'est un simple arrivée de matières premières et sortie de matériel fini. Ouais. Si ta chaîne d'approvisionnement est complètement coupée, et puis si justement, la pandémie a fait en sorte que il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de circulation des biens et la demande a monté beaucoup. Oui, la demande, c'est vrai. Ça, je comprends ce bout-là, mais en même temps, je me dis les frontières n'étaient pas fermées pour ce qui est des biens et des produits. Fait que, mais ça ralentissait parce que justement, exemple donné, on a tout fermé dans certains pays qui produisent des matières premières. Ah, okay. Donc là, on s'est retrouvé avec un court-circuit dans la machine. C'est ça qui est arrivé. C'est que c'est une chaîne. S'il y a un des maillons qui est plus faible puis qui casse, t'es fait. Le reste marche pas. Ça marche pas. Donc, c'est ça qui arrive. Et puis aussi, il y a un paquet d'autres... Tu sais, je disais, il y a un paquet d'autres choses, un paquet d'autres facteurs, comme la crypto-monnaie, comme... tout ce qui s'appelle... oui, il y a eu une demande privée, mais ces gens-là qui font de la crypto-monnaie, eux autres vont aller avec des 10, 15, 20 000 cartes qu'ils demandent à la fois. Là. Et puis quand ils en trouvent une qui fait leur bonheur, là, ils vont la commander et puis ils ont des poches pleines pour le faire. Puis ils investissent pour faire de l'argent. Donc, c'est ça qu'ils sont capables de déployer vraiment beaucoup de... Puis avoir un pouvoir d'achat, les autres, ils se retrouvent à manger du sable. Mais là, pour moi, puis pour les autres qui ne sont pas aussi calés en informatique, c'est quoi le lien entre la crypto-monnaie, justement, puis ce qu'ils ont leurs besoins en matière c'est à cause des cartes graphiques, c'est cartes graphiques, oui. Parce que la carte graphique, comparativement à un processeur, va calculer plus de calculs à la seconde du type qu'ils ont besoin, c'est vraiment technique, là, mais ils ont besoin de faire un certain type de calcul et les cartes graphiques sont vraiment plus appropriées pour le faire. Okay. Donc là, c'est ça. Puis une carte graphique sur un même carte mère, tu es capable d'en mettre plusieurs. Mm-hmm. Puis il y a des cartes mères qui sont faites exclusivement pour ce qu'on appelle en anglais du mining. Okay. Donc là, ils sont capables de mettre 10, 12, 15 cartes pour un processeur qui va tout gérer ça. Puis après ça, c'est connecté. C'est des murs et des murs et des murs, là, des armoires pratiquement. Là. Des salles de serveurs de mining, c'est très bruyant aussi. On s'entend, c'est des ventilateurs un peu partout. Puis c'est vraiment là, des fils et des lumières un peu partout. C'est juste ça. Là. Okay. Puis, c'est spécial à voir, là, mais justement dans ce monde-là, ça fait que eux autres, ils ont des besoins grandissants. Là, ce matin même, le Bitcoin a commencé à monter parce que Elon Musk a fait un tweet. Là, j'ai pas lu le tweet en question, là, mais donc c'est ça. Ça a juste monté. Ça monte, ça descend, ça fluctue. Donc, c'est ça, là, eux autres, là, puis il y a eu plusieurs monnaies, là, on parle du Bitcoin, mais ce n'est pas seulement le Bitcoin, il y en a d'autres monnaies qui commencent à émerger. Puis là, plus on a besoin de monnaie, plus on a besoin de machines pour les faire rouler. Donc, c'est ça. C'est vraiment l'essentiel. Je dirais que la crypto-monnaie joue un gros poids dans la balance pour justement ce domaine-là
des pièces informatiques. Puis aussi, il y a eu beaucoup de lancements de modèles. Les nouveaux modèles ont sorti. Les compagnies, eux autres, ils n'attendent pas. Là, parce que, comme je disais, ils se livrent une guerre là, sans merci. AMD et puis Nvidia dans le domaine de la carte graphique, là, c'est une bataille. Là, c'est à qui sera le meilleur. Puis AMD se bat sur un autre front avec Intel pour les processeurs, à savoir c'est qui aura le meilleur. Donc, eux autres, ils n'attendent pas. Là. La guerre est là. Et puis là, surtout qu'AMD a repris le dessus depuis les 5-6 dernières années sur Intel, pas mal à tous les niveaux. Là. Même au niveau du gaming avec leur nouvelle série, c'est quand même assez intéressant à voir là, qu'AMD, depuis que, c'est ça que je disais, Lisa Su, qui est une ingénieure électronique, et puis c'est elle qui a été mise là. Et puis quand elle est arrivée, elle dit, bon, ben, les boys, on met tout ce qu'on connaît des processeurs à vidange, on repart à zéro. Fait une table rase au complet. Elle est arrivé avec une série de processeurs qui a vraiment intéressé les gens à un bon prix et puis qui ne consommaient pas moins d'énergie, en tout cas, que ceux de la compétition. Donc, il y a vraiment eu un engouement pour ça. Et puis là, ben, ils annoncent, mais à un moment donné, c'est justement, ils veulent réduire aussi. Un autre aspect chez AMD, c'est que tu réduis ta grosseur de transistor. Là, on est rendu à 7 nanomètres. C'est vraiment minuscule. Intel est encore autour de 14, même dans sa nouvelle série. Donc là, eux autres, en diminuant la grosseur des transistors, ben, ça se trouve à faire que ton erreur est ta marge d'erreur est beaucoup plus mince. Et puis là, ben, ça fait que, bon, il y a peut-être des fois ils sont pas capables de sortir autant de processeurs c'est une gaufre, c'est comme un gros disque, ça aurait un bon 24 pouces de diamètre. Et puis, ils sortent des processeurs avec ça. Puis, ils sont pas capables de sortir justement là, autant peut-être qu'ils en voudraient, parce qu'il y a tout le temps une marge d'erreur, là, il y a tout le temps un taux de rejet, mais là, le taux de rejet a monté légèrement. Donc là, tu t'en sors moins, donc c'est plus difficile justement, puis là, t'en remets d'autres, puis t'en rajoutes. C'est pas un qui sort, c'est une série au complet, à la fois, par année. Fait que c'est sûr que pour les fabricants, c'est un petit peu plus difficile. Là. Mais là, pour revenir à la question, pour le consommateur moyen, ça va donner, c'est quoi comme les conséquences? Là? On regarde. Conséquences. Quand est-ce que le monde va pouvoir s'acheter des ordinateurs? Écoute, j'ai pas réponse à cette question-là parce que même nous autres, en tant que technique, puis tous les techniciens que je peux écouter, autant sur YouTube qu'à la télé, ben, eux autres non plus voient pas la fin de ça. À moins qu'il y ait un crash de la crypto-monnaie, comme il y a eu en 2018, là, tout le monde se débarrassait de leur carte graphique. Okay. Il y a eu un gros flot là, de machines qui ont été démontées, puis un afflux, justement, qui a fait descendre les prix des neuves aussi un peu. Mais là, les prix sont à la hausse. C'est ça, la conséquence, c'est ça. C'est total. Les prix, ça doit être fou. Les prix, et puis le stock, même si on a l'argent, ben on l'a physiquement pas. Okay. Fait que c'est genre, tu payes et tu es sur une liste d'attente. Là. Principalement, oui. Oui. Puis maintenant, il n'y a plus vraiment de dépôt dans les magasins où ce que je vois, c'est vraiment, il faut que tu payes au complet pour l'avoir. Parce que eux, ben, justement, ils veulent pas avoir commandé quelque chose, puis de ne pas le vendre, de le mettre de côté pour quelqu'un, puis de ne pas le vendre. Quoi qu'il n'y aurait pas de misère à le vendre. Ah non, il n'y aura pas de misère à le vendre, mais c'est des boîtes ouvertes, des fois tu peux pas mélanger avec ça. Donc c'est vraiment quelque chose là, qu'il faut prendre en considération. On parlait, mettons, une carte graphique de 500$, 500-600$, aujourd'hui est autour de 1000$. On fait qu'on parle du double. Oui, facilement. Puis il n'y a pas de stock. Donc, le prix est déjà là, le prix est affiché. Évidemment, il n'y a pas de rabais parce qu'ils sont pas capables d'offrir de stock. Et puis, je suis allé justement dans un magasin d'informatique pas tellement longtemps, puis j'ai vu... oh mon Dieu Seigneur, je suis parti à rire. Il y avait des cartes. Oui, il y en avait des cartes, mais c'était des cartes à peu près bon pour un traitement de texte. Là. Un traitement de texte, aller sur YouTube et Facebook. Là. Ça fonctionne, mais c'est pas les choses comme on peut utiliser nous autres dans nos stations de montage ou dans des ordinateurs de gaming. Là. C'est loin. Mais là, tout le monde a besoin d'utiliser des plateformes comme Teams, Zoom, ces affaires-là. C'est-tu des machines qui sont capables de fournir pour ça? Parce que là, la demande aussi. Oui, bien honnêtement, les machines, comme je disais, il y a beaucoup de ça, on parle de cartes graphiques dédiées. Il y a beaucoup par exemple, donner un ordinateur portable, ben
ils ont un peu moins de difficulté à avoir du stock dans les ordinateurs portables parce que, bon, tout est intégré. C'est pas quelque chose de vraiment, là, puis c'est généralement dans les ordinateurs portables, à moins de quelques-uns là, qui sont vraiment spécifiques, c'est des cartes graphiques qui sont généralement très ordinaires, tu sais, qui font la job, mais sans plus. C'est sûr qu'on peut toujours commander des ordinateurs portables de gaming, mais encore là, c'est ça, on parle de prix astronomiques là, ces temps-ci. Là. C'est vraiment, vraiment une ère qui n'est pas le fun en informatique pour nous autres, parce que si tu en as vraiment besoin d'un, comme je disais, si tu n'as pas besoin, puis ce que tu as, ça marche, ben attends un peu. Attends un peu, parce que là, c'est pas le temps de rénover ta machine juste parce qu'elle te gosse pour quelque chose. Puis, non, du tout. Puis ça, moi, je dis tout le temps aux gens, votre machine, est-ce qu'elle fait ce que vous voulez qu'elle fasse? Ouais. Oui, bon, ben, gardez-la. Là, si on en a vraiment besoin, il y a des compagnies qui font ce qu'on appelle en anglais des pre-built, des pré-bâtis. Ça peut venir en aide à quelqu'un là, qui a besoin juste justement d'une petite machine là, bien ordinaire. Mais si que tu veux avoir des pièces spécifiques avec des marques spécifiques, tout ça, si tu veux te monter une machine vraiment de précision, ben là, c'est sûr que tu vas attendre ou tu vas payer le gros prix. Là. On parlait l'autre fois du iMac qui est discontinué, mais là, tu m'as parlé c'est quoi, une nouvelle chip qu'ils vont faire? Oui, ben Apple a décidé de migrer vers les processeurs ARM, qui sont des processeurs principalement de téléphones cellulaires. Et puis, ils ont fait, parce qu'ils se sont dit, pourquoi on paierait Intel pour mettre des processeurs puis pas faire beaucoup de profit dessus? Quand on en fait déjà des processeurs avec les processeurs d'iPhone, pourquoi ne pas en faire un? Et nous-mêmes, et ARM, c'est un modèle un peu plus open source. Ben, c'est peut-être pas open source au sens vraiment du open source, mais c'est plus facile et c'est moins onéreux justement d'aller chercher. Parce que ARM, dans le fond, vendent des concepts. Eux autres sortent des chips, puis ils sortent des designs et ils vendent ce design-là. Toi, tu achètes le design et tu la fabriques selon tes propres besoins. Okay. Mais Apple, ils ont vraiment designé quelque chose eux-mêmes. Et puis, ils s'en vont vers le principe, là, justement, le même que les téléphones cellulaires. Puis aussi, ils vont probablement, ce que je pense, c'est migrer les systèmes d'exploitation pour que ce soit un seul système d'exploitation, que ce soit mobile ou que ce soit portable ou même des plus gros ordinateurs. Là, ils ont commencé à sortir. C'est pas tous les ordinateurs qui sortent d'Apple pour l'instant. Ils ont parlé, je pense, de 2023 aux dernières nouvelles que j'avais eues, qui voulaient commencer là, à mettre tout, mais ils ont commencé à déjà sortir des modèles. Assez rapidement d'ailleurs aussi, ça devait faire un bout qui travaillait là-dessus. Ouais, mais c'est tout le temps ça. Qu'est-ce qu'on voit, nous autres, sortir ces tablettes? C'est des affaires qui ça date de au moins 2 ans, au moins. Tu sais pas plus dans le design. Souvent, c'est des améliorations. Ouais. On part d'un design, puis on l'améliore. Puis là, après ça, on est capable de sortir quelque chose de nouveau. On réduit ci, on réduit ça. Mais c'est des compagnies qui en font à journée longue. Ils sont là-dedans depuis des dizaines et des dizaines d'années. Il y a 2 manufacturiers pour les processeurs, puis 2 manufacturiers vraiment là, d'unité centrale. Parce que dans les cartes graphiques, c'est un peu bizarre. C'est que c'est pas NVIDIA en fait, AMD en font, mais il peut avoir une autre compagnie tierce qui va prendre le même processeur, le même design. Il va faire son propre design à lui avec cette chose-là. Donc, il y a un peu un genre de franchise qui est disponible là, pour certaines compagnies pour faire notamment des cartes graphiques, mais pas pour les niveaux des processeurs. Au niveau des processeurs, c'est vraiment 2. Il y en a eu un 3e dans les années 90, mais ça n'a pas duré. Ceux qui vont s'en souvenir. J'aime aussi le rétro, j'adore le rétro. Les processeurs Cyrix, là, c'était autant des 486, là, des premiers Pentium. Là, donc, les 486, tu avais les floppies, pas les grosses floppies là, noires, mais les 3/4. C'est ça. Les 3/4. C'est ça qui est le fun de voir. Puis même, là, je suis en train de faire l'archivage ici, là, vérifier là, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement le 50e anniversaire. Puis c'est de voir les formats, les différents formats. Ça a évolué. Pourtant, c'est tout le temps du ruban magnétique, mais on l'a mis dans toutes sortes de cassettes. On l'a mis. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça, mais tu as raison. Quand tu dis c'est toujours un ruban magnétique qui fait essentiellement le même processus, mais il est juste différentes grosseurs. Puis le traitement est différent, puis le marquage est différent, puis on voit l'évolution. Tu sais, si on regarde, on prend un format de cassette qu'on avait ici il y a 30 ans passés, le format U-matic.
eh bien, il y en a qui utilisaient ça, il y a peut-être 10 ans. Et la technologie date de 1969. C'est vraiment juste quand on a passé au HD que là, il a fallu changer un peu tout, ou quand on a passé au digital. Mais on reprend ces cassettes-là, puis j'ai été étonné cette semaine. On reprend ces cassettes-là, je faisais des tests, et puis ça fonctionne encore. On réussit. Si le ruban n'est pas magané, et puis on s'entend, les conditions n'étaient pas optimales, là, on n'est pas dans des voûtes à température contrôlée ici, là, comme un peu on va voir à Radio-Canada ou quelque chose comme ça. Ouais, non, j'étais surpris, moi aussi, que tu me dises que ça fonctionne. Oui, moi aussi, j'étais surpris moi-même, et de trouver, encore des lecteurs. C'est peut-être pas la cassette, mais c'est de trouver le lecteur aussi. Ça, c'est difficile, des fois, parce que, il y avait beaucoup de choses mécaniques. On parle, des fois, on avait des... ça ressemble à un petit O-ring. C'est juste pour faire une mini une strap, finalement, qui passe un peu partout. Après 40 ans, c'est comme un caoutchouc, ça sèche. Ça sèche, puis ça se désagrège. Fait que là, de voir que ça fonctionne encore, et c'est sûr qu'il y en a que j'ai trouvé qui ne fonctionnaient plus, parce que il a été utilisé, puis ça se voit. Mais non, c'est super intéressant de voir ça. Puis un format qui a duré quand même pendant à peu près 40 ans. De 69 à peu près 2008-2009 qui était utilisé. En 2009, U-matic en 2009, selon certaines vidéos que j'ai écoutées justement pour me familiariser avec le format. Ça a été utilisé juste avant la HD. Parce que dans le fond, ça donnait un 640 par 480, la bonne vieille définition standard. Mais si on regarde le passage au HD, c'est fait en 2008 à peu près, 2007-2008. Ça a commencé un peu avant, mais le temps que les gens migrent, et puis surtout, exemple donné, comme nous, on a acheté des caméras, ça prend de l'argent. Donc, c'est ça qui est plate de voir que là, tu dis, j'ai acheté quelque chose, ça fonctionne encore, mais il faut que je le change parce que la technologie évolue. On dit on a utilisé quelque chose pendant 40 ans. Il y a eu d'autres formats qui ont été apparus, mais... Dans ce temps-là, c'est encore drôle parce que ça durait bien plus longtemps, les formats, qu'aujourd'hui, ça évolue bien plus vite. Hein. Quoique là, on sait tous des cartes mémoire, des processeurs, tout ça, mais en général, l'appareillage va changer beaucoup plus rapidement aujourd'hui que ce qu'il pouvait faire dans ce temps-là. Le Betacam, ça a duré... 30 ans minimum. Facile, là. Oh oui. C'est sorti des années 80. C'était un peu... t'avais U-matic puis d'un bord, puis je pense je me trompe pas, je pense que c'est JVC qui a sorti le Betacam, quelque chose comme ça. Je sais pas. Puis il y avait des guerres aussi dans le temps, des guerres de format. Ça, c'était assez incroyable, les histoires qu'il y a là-dedans. VHS Beta. Un a été supporté, pas l'autre. Et puis, si on regarde, on avait Sony d'un bord, puis JVC de l'autre bord. Puis à un moment donné, là, ils n'ont pas eu le choix. À un moment donné, le format s'est imposé de lui-même. Puis on est arrivé avec le fameux VHS que tout le monde connaît. Et puis ça, vous seriez surpris de voir combien est-ce qu'il y en a encore dans les maisons. Des cassettes VHS. Des cassettes VHS. Moi-même, je dois en avoir plus d'une centaine. Il faut digitaliser à un moment donné parce que le VHS et aussi le bêta avaient ce genre de... le VHS, c'est un peu plus... comme je dirais, domestique, c'est un peu plus pour consommateurs. Donc, c'était peut-être un peu moins résistant. Effectivement. Ça veut dire que ça avait une durée de vie de 20-25 ans. À peu près. Là, je me souviens d'avoir lu sur les cassettes quand je les achetais. Mais le Betacam, c'est drôle parce que puis tu as fait référence à ça, mais je pense que ça a été une question de prix, surtout parce que le Betacam était plus cher à faire puis plus cher pour quelqu'un l'achète. Puis je me souviens de rentrer très jeune dans des clubs vidéo, puis là, le monde de Buckingham, il y en avait, j'imagine, partout au Québec, mais ici, il appelait ça le Cadillo dans ce temps-là. Oui, le Cadillo, oui, je me souviens de ça. C'était jaune, l'enseigne. Joe Cadillo. Ouais, puis je me souviens encore du logo avec la grosse télé, la tête de télé, c'était tellement drôle. Mais c'est ça, dans le club vidéo, tu pouvais avoir une section de films que c'était bêta, pour les gens qui avaient un bêta chez eux. Puis aussi, c'est un format qui est un petit peu plus complexe aussi, dans la manière que le ruban est lu. Le VHS, c'est simple, c'est une loupe et ça passe directement devant la tête de lecture, puis voilà. Mais le bêta, et aussi, si tu regardes le U-matic, pourquoi est-ce qu'ils ont appelé ça U-matic? C'est que ça fait une forme de U autour de la tête de lecture. Puis le ruban, il est vraiment long. Donc, plus le ruban est sorti long, plus ça demande un détour et tout ça.
tout le circuit que le ruban va entreprendre, ben, s'il y en a un dans ce petit circuit-là qui ne marche pas, ben, souvent, ça peut donner c'est catastrophique. Donc, c'est pour ça que dans le monde du consommateur, ben, ça n'a pas vraiment... ça n'a pas vraiment évolué, ces types-là, bêta, parce que justement, c'était pas super fiable aussi là, au niveau des lecteurs. Okay. Il y a d'autres lecteurs aussi qui sont passés. Et puis, il y a des formats, j'ai vu une vidéo à un moment donné, 108 formats de cassettes audio et vidéo. En Europe, il n'y avait pas des mêmes choses. Okay. C'est un gars que j'écoute sur Internet. Et puis, justement, il a répertorié tout ça. 108. Il nous montrait 108 formats de vidéos. Oui, des disquettes, des disquettes dans le temps, 9 pouces. J'avais jamais vu ça. C'était des plaques, là. T'avais 3/4 de pouces d'épais. Et puis tu rentrais à peu près, je sais pas moi, 100 pages de texte. Gros maximum là-dessus. C'était en kilobits et non pas en gigabits comme aujourd'hui on calcule. C'est de voir cette évolution-là qui a mené à tout ça, à aujourd'hui. C'est incroyable quand tu replonges dans ça puis de revoir comment les gens ont trouvé des moyens justement de garder leurs souvenirs puis d'être capable de revoir ça plus longtemps. On parle de Super 8, on parle de plein de formats. Ça, Super 8, c'est drôle parce que c'était dans le même temps aussi que le U-Matic, mais ça, c'était du film. Là. Fait que exactement. Je sais pas, c'était peut-être les plus traditionnels du film, mais... C'est parce que c'était plus, comment on va dire, c'était plus accessible au niveau des caméras, au niveau de... C'était plus accessible pour le commun des mortels. Il y en avait à la maison qui avaient leur projecteur, là, oui, qui absolument, faisaient rouler leur film. Là. Oui, et puis j'en ai parlé justement hier soir avec ma sœur qui me dit, écoute, on a trouvé un projecteur pour acheter. On l'a donné à mes parents qui ont encore des films Super 8. Okay. Et puis, on a cherché un moyen justement de digitaliser ça. Je dis, il n'y a pas grand-chose qui peut se faire à part le projeter et le filmer avec une caméra. C'est ce que j'ai vu, moi, à ma société d'histoire. Il y en avait des documents intéressants qu'ils avaient pris pour nos mémoires vivantes, je pense, qu'on les avait utilisés. Soit les mémoires vivantes ou sinon c'était l'histoire de Buckingham, là. Puis il y avait un projecteur qui fonctionnait, puis la façon de le faire, ça a été ça. Puis honnêtement, ça donne quand même quelque chose de pas pire. C'est bien. Oui. De le projeter puis de le filmer, puis c'est une bonne caméra, puis t'es bien installé, là, ça se fait quand même pas si pire. L'important, je dirais, quand on fait ça, c'est la toile en arrière. Ouais. Ça, ta toile de projection. Si t'en as un ou deux, bon, tu peux un mur blanc, ça peut passer. Mais si t'en as des dizaines et des dizaines et des dizaines, ben là, ça peut peut-être être intéressant d'investir dans une bonne toile de projection. Ça fait une grosse différence. Ouais, parce que c'est la réflexion de ta lumière qui va faire ta qualité de ton image. Voilà. Et puis si on a des toiles spécifiques pour ça, puis c'est plus tellement cher, là. Oui, c'est abordable. Une centaine de dollars, là, t'en as une très bonne, là. Tout dépend de la grosseur que tu veux. Les prix aussi ont vraiment, mais vraiment chuté, là. On parle, oui, d'une flambée des prix présentement, mais c'est rien à comparer aux années 80, là. Les années 80, comme je disais souvent, j'écoutais une émission avec... le bon vieux Stuart Chaffee qui animait Computer Chronicles. Et moi, c'était de voir les prix. Du genre, le gars arrivait avec son nouveau ordinateur portable, puis il mettait ça sur le bureau. Ah, wow, ça fonctionne super bien. Tu as un écran monocathodique vert ou orange quand tu voulais être wild un peu. Puis après ça, tu t'en vas mettre un prix là-dessus qui était ridicule, une affaire comme 5 ou 6 000 $. Mais en 1983 ou 84, tu dis, mais voyons donc, on pouvait s'acheter une voiture pour ce prix-là. Donc l'informatique, oui, a commencé, c'était l'élite qui avait ça, l'informatique, là. Puis même, on parle de Bill Gates, son histoire, ben, ses parents lui payaient des heures sur un ordinateur pour qu'il apprenne. Okay. Oh oui, c'était cher, là. C'était comme une affaire comme 100$ de l'heure, là. Ça avait aucun bon sens, mais les ordinateurs coûtaient excessivement cher, étaient deux excessivement gros, puis très pesants aussi, là. Même nos vidéos ici que j'ai déterrées des boulamites, là, c'est 50-60 livres au moins minimum chaque, là, les plus gros, là, on parle du Betacam puis du U-Matic. C'est vraiment quelque chose là, de super pesant à sortir de là, puis t'espères que ça marche parce que ça t'a tellement pris d'efforts. C'était loin du portable qu'on a aujourd'hui, là. Ben, aujourd'hui, c'est la légèreté d'un téléphone, c'est ça que c'est, là, pour une qualité super vraiment grande, là, pour un petit appareil, là, c'est drôle parce que jamais même j'aurais imaginé ça à l'époque. T'sais, même dans le temps quand on sortit les premiers cellulaires, que tu prenais des photos, là, t'avais le flip phone. C'était très dans ma tête, j'ai jamais anticipé
qu'un jour, on allait faire de la vidéo professionnelle avec un iPhone. Au début, c'est sûr, ça avait l'air d'un Picasso raté. Là. Ouais, on s'entend. Il fallait vraiment que tu connaisses la personne. Putain, c'est qui ça là-dessus? C'était impossible à reconnaître. Tu avais des affaires comme 0.3 mégapixels. C'était ridicule comment c'était. Puis on se dirigeait pas vers ça. On se dirigeait, dans les années 90, c'est ça qui est le fun, on se dirigeait vers des cellulaires tout le temps plus petits. On avait inventé le flip parce que c'était petit. Ouais. Là, à un moment donné, le balancier est allé vraiment de l'autre bord. On avait des phablettes qu'on appelait, c'était un phone et tablette mis ensemble. Phablette, écoute, c'était carrément une tablette 8 pouces que tu te mettais sur l'oreille. C'était un peu... je pense que c'est Samsung, le Samsung Note, si je ne me trompe pas. Il y en avait sorti une coupe. Puis dans les premiers ou le deuxième, ben écoute, tu te collais ça sur l'oreille, tu avais la moitié de la face. C'était pas super pratique. Ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré peut-être 1 an ou 2, là, la folie de ça. Puis après ça, on est revenu au téléphone intelligent ordinaire. Puis là, ben là, on s'en va au flip aussi. Ben là, c'est un flip intelligent. Oui, c'est des écrans intelligents pliables. Autrement dit, tu prends ton iPhone, tu le plies en deux et voilà, tu t'en vas avec. Et quand tu en as besoin, tu le déplies, puis ça fait un autre écran. Il avait essayé ça il y a peut-être 3 ans, je pense. Et puis, ça avait tellement mal fonctionné. Il avait sorti un prototype, puis l'écran cassait dans la jointure. C'était pas compliqué. Là. Je pense que j'ai vu des vidéos pour ça. C'est ça. Puis là, ils l'ont ressorti. Je pensais que le projet était abandonné. À un moment donné, tu disais... Hey, c'était pas une méchante bonne idée, ça. On va-tu travailler là-dessus? Non. Mais là, c'est justement pour offrir aux gens un téléphone qui se porte vraiment dans les poches ou un peu partout. Mais vu que c'est tellement mince aujourd'hui, on est capable de faire un flip qui soit quand même pas trop épais. Puis justement pour être plus pratique à transporter au lieu d'avoir ça. Personnellement, je sais pas encore. Je vais lui donner un petit peu de temps, là. Les nouveaux pronostics sont meilleurs, là, ils ont amélioré le système, mais moi, de plier mon écran, je pense pas que je suis encore rendu là. En même temps, je pense que ce qu'ils essaient de vendre comme produit, c'est que ton écran ne cassera pas, parce que la plier peut ça, mais on dirait qu'on sait jamais c'est quoi qui va accrocher et qu'est-ce qui va pas accrocher. Comme l'iPhone, il en est de plus en plus petit, comme tu disais, puis là, il recommence à regrossir parce que le Samsung, lui, c'était un gros, puis là, ça semble faire l'affaire des mondes, en tout cas. Voilà, c'est ça. On arrive à 30 minutes, Sylvain, fait que on va s'arrêter là pour les gens qui nous suivent via ma TV Outaouais. Je vous invite à nous suivre sur notre page YouTube de la TVC Basse-Lièvre. Sinon, l'informel, c'est disponible en balado-diffusion. On est sur Apple Podcasts, on est sur Spotify et aussi sur SoundCloud. Puis je vais continuer à jaser avec toi, Sylvain. Là, je veux pas en parler de journaliste parce que là, tu as fait carrière aussi ailleurs après que tu nous as quitté la première fois. Fait que suivez ça sur nos différentes plateformes web. Mais pour revenir au téléphone, je me souviens quand il avait fait la promo de celui que tu parlais, c'est ça, il vantait le fait que, bon, regarde, on a un produit ici qui ne cassera pas parce qu'il se plie puis il se manipule, tout ça, mais là, finalement, il cassait. C'est ça. L'écran, oui, était plus tolérant au coup, peut-être un peu, mais c'est parce que tu le plies. Il cassera pas si tu l'échappes à terre, mais il va casser dans la jointure. C'était pas vraiment une bonne idée. Il y en a plein de prototypes là-dessus. D'ailleurs, j'écoute beaucoup de vidéos d'un YouTuber sur YouTube. Et puis, justement, lui fait ce qu'il appelle des blurbs. C'est des choses qui sont très, très, très bizarres. Des produits qui sont sortis qui n'ont pas nécessairement bien vieilli. Comme une souris téléphone. Une souris d'écran. Une souris d'écran que tu branches dans le téléphone. Tu branchais ça dans le modem. Dans le temps, le modem à téléphone. Puis après ça, tu rebranchais ça. C'est un peu au monde professionnel que c'était dédié, cette affaire-là. Mais il y avait des touches où on met sa main dans la paume. Il y avait les touches. Ouais. Pour signaler? Pour signaler, oui. Tu pouvais signaler. C'est comme si tu prenais un téléphone à cadran, pas à cadran, mais à touchstone, le bon vieux téléphone, puis que tu te promenais avec sur ton bureau. C'était pas super bien intégré. Et puis... tu venais pour te téléphoner. C'était pas une bonne souris puis c'était pas un bon téléphone. C'est comme un peu entre les deux. Il y a beaucoup de choses qui essaient d'intégrer, justement. Les compagnies disent pourquoi qu'on n'intégrerait pas ça à ça, puis ça marchait. Bon, on a eu les DVD vidéo à un moment donné. Ça a plus ou moins bien marché. C'était plus
un entre-deux pour passer d'un à l'autre système. On a passé de la cassette VHS au format DVD. Mais tu parles-tu des DVD vidéo? Ben non, tu parles t'avais ce qu'ils appelaient les Laserdiscs. Oui, Laserdisc. C'était même pas un DVD à ce moment-là. C'était un autre format. C'était plus gros, oui, c'est ça. Tu avais le Laserdisc qui était plus gros et puis qu'il fallait que tu tournes. Mais je parle des DVD vidéo. Le lecteur en tant que tel, il y avait... Ah, OK, avec les deux. Avec les deux. Soit tu avais le choix d'une cassette de VHS ou tu avais le choix d'un DVD. Parce que justement, quand tu migres d'un à l'autre, exemple donné, quand on a migré au HD, que tout le monde a migré au HD, d'ailleurs, on a beau parler de 4K, de 8K, même de 12K présentement, c'est encore le 1080p qui est le format le plus utilisé. C'est standard. Puis ils se sont rendus compte que pour le web, ben c'était parfait. Ça faisait... Puis il y a même des gens que j'écoute qui sont très calés en informatique, qui ont dit, on va faire le test de la qualité avec la compression que YouTube fait d'un 4K et d'un 1080p. Puis la différence n'était pas si frappante que ça. Non, ben, dépendamment de l'origine, moi je pense aussi avec quoi que ça a été filmé et tout ça. La caméra. Mais aussi c'est parce que tu as le 1080, tu as le 4K, mais tu as la compression puis le format de compression. Exactement. Ça fait une grosse différence. Oui. Mais tu sais, si on regarde, on comparait, on avait des formats dans le temps, un qui était plus compact, l'autre qui était plus... on pouvait en mettre plus dessus. Ouais. C'est la même chose aujourd'hui. C'est un peu le même principe. Sauf qu'au lieu d'un format physique, ben, on a inventé un codec, ce qu'on appelle. Ouais. C'est juste un format qu'on utilise. Et puis un détecteur, finalement, un lecteur. Donc, c'est comme si tu avais 150 lecteurs différents pour 150 formats qui jouent toutes la même chose. C'est un film ou c'est un vidéo. Ouais. Mais après ça, là, tu peux avoir vraiment tous ces formats-là dans un format. Et juste dans ton cellulaire, on n'a qu'à penser juste à un logiciel qui est très utilisé, VLC, qui est bon pour à peu près n'importe quel format. Il est reconnu pour ça, que ce soit des formats qui sont plus vieux, qui sont plus récents. Tu y garoches à peu près n'importe quoi, puis il joue. Donc, c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Ça va être plus facile aussi de faire suivre. Parce que là, on est rendu digital. Ouais. Donc, il n'y a plus de ruban, il n'y a plus de... C'est bon. Tu peux pas changer toute la machine mécanique pour faire fonctionner un nouveau format. Exactement. Mise à jour. Oui, mise à jour. On télécharge le nouveau lecteur et puis on met ça dans la machine, ça marche. C'est beaucoup plus facile maintenant, c'est beaucoup plus intégré aussi. Si jamais le vidéo qu'on a, on n'a pas le bon codec pour, eh bien, les logiciels vont dire tu me sembles pas avoir la bonne chose, est-ce que tu veux que j'aille le chercher? Clique oui, puis là, ça va marcher. Donc, on n'a plus besoin d'avoir 150 machines différentes. Avec 150 formats, c'est toute la même chose. Mais là, il y a des formats aussi encore. On parle de clé USB, on parle de carte SD, surtout quand on veut sortir. Puis la portabilité du fichier, ben là, il faut le mettre sur quelque chose, des disques durs portables. On a un paquet de choses. Mais c'est pas des formats qui sont un contre l'autre, c'est des formats qui sont un en complémentarité de l'autre. L'intégration d'un bord puis de l'autre, on avait juste à penser au DVD. Le DVD, c'était génial, on s'en allait du ruban, mais il y a encore eu là une guerre là, de DVD. Là. Il y avait, quand est arrivé le Blu-ray, il y avait le Blu-ray puis le HD-DVD. HD-DVD, ouais. C'est ça, le HD-DVD. Heureusement que c'est le Blu-ray qui a gagné parce que le HD-DVD n'était pas super fiable au niveau de ses disques. Okay. Il y avait des problèmes. Les disques écaillaient. Donc, ce qui se trouve l'information, donc en dessous de l'étiquette finalement. Dans le fond, le DVD, c'est une étiquette, une couche de données, puis ce qui fait le disque en dessous, c'est juste un protecteur pour la donnée, finalement. Et puis, là, il est arrivé ça, puis là, à un moment donné, ben, les disques, comme on dit en anglais, ils chipaient. Là, tu pouvais arracher des galettes, là, à un moment donné, après quelques écoutes. Quand le disque venait chaud, ben souvent, ça pouvait... Donc, là, il y a eu une guerre là aussi. Mais là, aujourd'hui, on a moins cette guerre de format-là. Puis, à savoir, mon format est meilleur que le tien. Non, c'est juste un autre codec. On le télécharge. Comme là, on avait le fameux H264. Là, c'est le H265. Ils ont évolué un peu. C'est un petit peu plus compressé, meilleur rendu, pour que ça soit toujours plus petit. C'est toujours ça l'idée pour pouvoir mettre plus de données. Pour moi, mettre plus de données, parce que, imaginez YouTube, s'il ne faisait pas ça, ben c'est des serveurs à pu finir, des disques durs à pu finir. Puis même là, ils sont rendus qu'il y en a beaucoup là, de juste YouTube. Là, c'est immense comme vidéo. Là. Je ne sais pas trop combien de milliers de vidéos qui sont téléchargées sur
sur YouTube par jour. Là. Il y a beaucoup de contenu, il y a des producteurs qui sont là, ils se sont embarqués. C'est comme une grosse chaîne de télé internationale, finalement. Là. Oui, dans un certain sens. Mais ce que tu dis, ce qui est cool là-dedans, c'est au niveau de la conservation, après ça, de tout ce que le monde a comme souvenir. Après ça, tu sais, le consommateur régulier, en tout cas, le consommateur commun ou whatever, lui, tu te retrouves pas justement comme à l'époque du VHS, que tu as perdu ton matériel, là, tu sais plus quoi faire, tu peux plus l'utiliser, tu peux plus l'écouter, là, tu le perds. Fait que là, au moins, en étant dans le numérique, tu le conserves de cette façon-là. Mais il y a une autre affaire aussi qui je trouve qu'il va être intéressante à voir dans plusieurs années, c'est parce que là, on dirait que ça veut quoi le concept d'archiver? Tu comprends-tu? Ouais. Parce que dans le sens que tout va exister pendant aussi longtemps que tu vas garder un compte ouvert, mettons sur YouTube, exemple, où tout va exister, peut-être voir des archives sur des serveurs, là, c'est ça que les postes de télé font, mais en même temps, tu sais, on dirait que tout est public maintenant, tu sais. Ouais, ça, c'est une autre histoire aussi, là, de voir qu'est-ce que le principe, comme nous autres ici, nos archives, c'est pratiquement YouTube aussi. Là. Mais si on va avoir des archives, c'est sur YouTube. C'est plus facile pour nous autres, des fois, d'aller chercher. Ah oui, regarde, en 2000, je sais pas quoi, on a tourné telle série, là, on va voir, OK, bon. Oui, c'est ça. Donc, ça devient un peu... de garder ça pour soi, ça devient un peu, pas obsolète, mais ça devient un peu comme, je dirais, ceux qui sont que sur YouTube. Comme nous autres, on n'était pas sur YouTube au départ, on l'est depuis quelques années. On en a mis quelques-uns qui dataient, mais on n'est pas en bas de 2010 à peu près, là, si je ne me trompe pas, 2010-2011, dans ce coin-là. Donc, c'est ça, c'est d'être capable de tout retrouver ça, ce matériel-là. Et puis, je peux vous dire qu'il y en a du bon matériel. J'en ai vu quelques-uns. Et puis, il va y avoir beaucoup de découvertes, honnêtement. Ça, j'ai hâte. Honnêtement, là, je pense que ça va être la fun. Puis, on ne peut pas rien dire d'officiel encore parce qu'on ne sait pas exactement ce que ça va donner, mais essentiellement, la télévision communautaire va fêter ses 50 ans au printemps 2020. 4 avril 2022. Ah bon, t'es mieux que moi. Tu connais la date exacte. Mais fait que dans cette optique-là, on veut ressortir du vieux matériel puis explorer l'histoire de la télévision communautaire puis qu'est-ce qu'on a produit puis tout ça. Puis on va coudre quelque chose autour de ça. Mais effectivement, il y a du matériel vraiment cool qu'on retourne à André Soucy dans le temps que lui faisait de l'animation. Puis là, tu nous as sorti une photo du premier journaliste. Comment il s'appelait? Ah, mon Dieu. C'est-tu Trottier? Non. J'ai oublié son nom. Faudrait que je le premier journaliste qu'on a eu qui était en 73, t'as dit? 73, à peu près, 72. Ils ont ouvert en 72, 74 peut-être, 73, 74. Okay. Parce que, mais on a retrouvé un article du droit, puis on en parlait. On parlait après à peu près 17-18 mois d'existence que la télé communautaire était à l'agonie. Oui, littéralement. Puis qu'elle était vraiment là, sur le respirateur, puis qu'il y avait peut-être potentiellement pas de 6 mois de plus. Là. Finalement, en lisant la suite d'articles, on voit que la télé communautaire a eu une extension, puis on parle d'une extension quand même de 50 ans. C'est pas dire, mais c'est sûr que il y a eu des débuts chaotiques, on le s'entend. Là. On parle pas d'une station de télé, même dans ce temps-là. On parle de prix, là, ça coûtait une fortune. C'est fou. Mais je sais pas, André a dû te raconter, il le raconte à tout le monde. Mais c'est super intéressant parce que les premières émissions qu'ils ont faites, ils allaient filmer, puis ils prenaient l'appareil, puis ils s'en allaient à tour de diffusion, branchaient l'appareil, puis pesaient play. Oui. Littéralement. On part de loin, là. Oui, on part de loin. Aujourd'hui, c'est par Internet. On en transfère nos émissions. On est encore diffusé aussi live. Mais mon point aussi, c'est qu'il y a zéro montage. Là, c'est comme, tu sais, c'est ça. C'est un appareil. Puis c'est tellement. Pour venir au point que tu disais au niveau de l'argent, hein, c'est que dans le fond, c'est à peu près ça qui pouvait se payer. Là, puis il y avait une télé communautaire. T'sais. Littéralement, j'ai vu des choses qui doivent dater d'à peu près à cette époque-là, dans les catacombes que j'ai explorées. Là, puis c'était quelque chose, de faire de la télé à l'époque. Là. On parlait juste du poids des appareils. Puis c'était 2 morceaux. Oui. Parce que tu avais la caméra et l'enregistreur. Oui. Qui était séparé. Puis on parle pas des batteries. Non, c'est ça. On parle, on a enregistreur, c'est à peu près, je dirais un 16 par 16 par à peu près 8 pouces de haut. Là. Puis ça pèse à peu près une vingtaine de livres, 15-20 livres. Donc, traîner ça, des batteries, la grosse caméra. Des grosses caméras de studio, ça pesait 1 tonne et quart. Et puis là, il fallait que tu enregistres ça. Puis fallait vouloir, là. On s'entend, là, ça devait être incroyable
les heures de travail qu'il y avait à mettre juste pour sortir quelque chose en ondes. Aujourd'hui, c'est tout contrôlé par ordinateur. C'est spécial de voir tout ça, que ça a évolué. Ça a pas... Les prix, ça a chuté, mais pas dramatiquement. L'équipement professionnel, on le sait, ça coûte cher. Mais on est capable de faire quelque chose de qualité qui ressemble beaucoup au plus gros, là. On pense pas que c'est une télévision communautaire là, avec le genre petit budget. Non, on est capable de sortir des shows qui sont vraiment bons. Puis que moi, personnellement, j'aurais pas peur de proposer à des grandes chaînes. Là, parce que ça accote la qualité. Mais c'est ça que c'est aujourd'hui, puis c'est pas juste pour nous autres, c'est ça pour le commun des YouTubers. Là, dire, moi, j'écoute des shows, là, le gars, il anime. Il parle avec son monde, puis il switch les angles de caméra en même temps. Je veux dire, c'est pété. Là. C'est rendu facile aujourd'hui. C'est rendu facile. Parce que très facile. On en parlait l'autre fois, tu as des switchers, c'est pour 1000$, tu peux switcher, c'est combien? 8 caméras. C'est capoté. Moi. Puis même moi, là, je commence à trouver que je me sens vieux à en parler de même, mais quand j'ai commencé, dans le temps qu'on avait notre mobile de production, ou ne serait-ce que notre premier studio, là, chaque caméra, c'était une grosse pièce d'équipement, puis avec un CCU pour contrôler la caméra. Encore là, présentement, c'est ça qu'on a en studio. Là, c'est encore sur le même principe, mais c'était juste beaucoup plus gros, plus lourd, puis plus cher. Là, puis là, c'est comme, OK, mettre un petit switcher, puis tu rentres tes petites caméras avec ton fil HDMI dedans, puis tu switches. Merci, bonsoir. C'est incroyable. C'est incroyable comment il y a du matériel professionnel, ce qu'on appelle du prosumer, semi-professionnel, qui fait un job très correct. Là. Puis, mais très correct, puis quand tu y penses, puis c'est un peu l'optique aussi quand je parle de l'avenir de la télévision communautaire, c'est que le consommateur moyen, là, ben, il s'est rendu qu'il va se plugger sur son ordinateur bien avant de flipper les téléphone postes. Cellulaire. Ben, c'est ça, ça va être son cellulaire, ça va être son ordinateur, ça va être fait que c'est le web, puis t'aurais-tu imaginé, toi, que un gars de 16 ans dans sa chambre à coucher, il a des millions d'auditeurs sur son YouTube, là, c'est fou là, quand tu penses à ça. Là. C'est vraiment fou. Et puis, ils sont capables de monétiser justement ça. En plus. Cette chose-là, il y en a qui gagnent leur vie avec YouTube. Là. Oui. Et puis, pas nécessairement que à cause des revenus de YouTube, parce qu'on s'entend, les revenus de YouTube ont diminué beaucoup, effectivement, dans les dernières années. Solide. Mais ils ont des produits dérivés souvent par rapport à leur chaîne. Tout ça. Ouais, ils vont vendre des t-shirts, ils vont vendre... J'en ai un que je pense tout en tête, Linus Tech Tips, qui est un gars de Vancouver, il a comme 12 millions d'abonnés sur sa chaîne. Il y a comme 4 chaînes. Il y a 8 monteurs-éditeurs qui travaillent pour lui. Des machines de fou. Il tourne en 12K natifs. C'est un malade. Puis il présente des produits comme ça, mais le sponsor là, qui est en arrière, là, le commanditaire, lui, il peut mettre beaucoup d'argent là-dedans. Là. C'est des milliers de dollars. Puis surtout que avec YouTube, ce qui est la force, puis toutes les autres plateformes, c'est que tu sais exactement à qui tu t'adresses. Ouais. Tu as des statistiques. Tu sais, tes 12 millions d'abonnés. Pour un commanditaire, voir quelqu'un avec 12 millions d'abonnés, il sait que, OK, il va avoir minimum 150 000 qui vont écouter dans les 4 premières heures. Puis c'est ça qui se passe d'ailleurs. Donc, son produit, il dit, écoute, je le vends à des gens, ou tu sais, je le promotionne à des gens qui sont intéressés par le produit parce qu'ils écoutent tel gars ou telle fille qui fait des vidéos là-dessus. Pendant tant de temps, puis tu sais. Exact, ils savent tout. Donc, pour le commanditaire, c'est très important de savoir ça. Puis c'est très intéressant aussi pour lui de mettre de l'argent, des fois même plus que ce qu'il mettrait en publicité sur un média traditionnel. Mais justement, il sait que son produit va être vu par des gens qui sont des potentiels acheteurs. Puis ça, c'était... moi, j'ai parlé à du monde qui ont des business en publicité, puis ils proposent même pas. Ils vont arriver avec un client, puis ils vont dire, regarde, mets pas d'argent dans un poste de radio ou whatever. C'est comme ça sur le web, c'est ça que tu veux faire. Pour le côté prix-rendement, là, c'est ça que c'est rendu. Là. C'est ça, c'est plate pour les médias traditionnels, par exemple, parce que on se débat, puis c'est des emplois qui sont quand même, c'est des emplois bien payés. Puis, une carrière dans les médias, c'est pas long, je te dirais. Là, ceux qui durent, là, je comparais ça souvent à la Ligue nationale de hockey. Il y en a qui vont durer 20 ans, comme on pense seulement à Gordie Howe. Puis il y en a qui vont durer 2 ans, puis qui ne feront même pas la Ligue.
Donc, c'est ça qui est plate aussi. C'est que dans les médias traditionnels, ben, à un moment donné, tu as comme passé ton temps. Moi, je me disais que mon temps était fini, mon temps était révolu. Puis quand je suis parti du journal, ben, je voulais faire autre chose. Si je voulais plus faire de journalisme en tant que tel. Ouais, mais combien de temps t'as fait de journaliste avec nous? 8 mois, si je me trompe pas. Fait que 8 mois avec nous autres. Ça, non, 1 an avec vous. 1 an avec la télé, 8 mois avec le journal. OK, fait qu'un an. Ouais. Non, 2 ans, rough. Là, ouais, si on l'arrondit rough, on va dire 2 ans, parce que t'as quand même fait de la radio aussi, là, qui était... Mais qu'est-ce que t'as apprécié, mettons, ou moins apprécié entre la nouvelle télé versus l'écrit? C'est totalement différent. C'est un monde qui est... à l'écrit, comme on dit, chaque virgule est importante. Faut que il y a des mots que tu peux employer puis que tu peux pas employer. Il faut que tu fasses vraiment attention à ce que tu dis pour vraiment rendre la nouvelle comme elle se doit d'être rendue. Fait qu'il faut que tu penses. Il y a beaucoup de structure à avoir pour faire un article qui est intéressant puis qui est juste aussi. Il faut que tu sois juste. Là. Tu peux pas dire n'importe quoi dans un journal. Ouais. Comme à la télé, tu peux pas dire n'importe quoi non plus. Mais c'est que tu peux pas, t'as pas de ton non plus qui est employé. Okay. C'est ça la différence. Tu sais, moi, je peux te dire le même mot, mais sur 2 tons différents, tu vas le comprendre de 2 manières différentes. C'est un peu comme quand tu textes et tu as l'impression que quelqu'un veut dire quelque chose, mais que dans le fond, c'était pas dans ce sens-là. Ou genre, il est en maudit contre moi, ben non, c'est ça. Donc, c'est ça qui est vraiment, il faut que tu sois précis dans le journalisme. Et puis, regarde, on s'entend que le coach que j'avais est assez féru dans la chose. On parle de Yannick Boursier, je le salue d'ailleurs. Et puis, il m'a appris beaucoup de choses. Honnêtement, beaucoup, beaucoup de choses. Mais ce que moi, j'aimais du journalisme qu'on avait à la télé ici, bon, c'est sûr qu'avec la pandémie, c'est une autre histoire, là, mais c'est que on avait des rencontres. Ouais, tu es toujours en contact avec les gens. J'avais honnêtement beaucoup plus de plaisir, puis ça, peut-être je vais me taper sur les mains, mais j'avais beaucoup plus de plaisir à faire une émission comme Tribune locale, que je rencontrais des gens. C'était plus compliqué au niveau du setup, là, justement, pour avoir les gens qui viennent se déplacer. Mais que Infomag, où ce qu'il fallait justement faire des nouvelles, c'était peut-être un peu moins moi, ça. Le bulletin de nouvelles, d'ailleurs, si les gens vont les regarder, ben, ils vont se rendre compte que j'ai une particularité, je cligne pas. Je cligne pas des yeux. Et puis ça, on va le c'est juste quand tu lisais le bulletin de nouvelles, parce que là, ça paraît pas. Quand je lisais le bulletin de nouvelles, c'est parce qu'il faut dire que j'ai un télésouffleur. Ouais. Puis si j'ai le malheur de fermer les yeux dans le plein milieu d'une phrase et que le télésouffleur, lui, continue, même si c'est toi qui le contrôle, tu veux pas que, justement, avoir à revenir dans ton télésouffleur pendant que tu dis une phrase parce que tu l'as manqué. Ouais. Ça, c'est une autre histoire. Fait, c'est pour ça que je clignais pas des yeux pour pas perdre ma concentration. Puis aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut pas chasser des yeux. Ouais. Parce qu'on a l'impression que la personne lit un carton. Donc, il faut que la personne soit vraiment concentrée. Et j'étais bien habillé en habit, puis tout ça. Puis vraiment, c'était solennel. Et puis, mais c'est ça, Jeanne-Sophie, elle me disait souvent, cligne des yeux, ça a l'air bizarre. Ça, c'est drôle. Et puis, quand je le retourne, je vois, c'était pas si pire que ça. Quand j'y retourne dans les premiers, je fais comme, non, c'était vraiment si pire que ça. Écoute, c'était... Puis, je suis sûr que Jeanne-Sophie doit rire en ce moment. Parce qu'elle m'en a dit, puis il faut dire que la première fois que j'ai fait le premier Infomag, ça, ce que le monde ne sait pas en arrière scène, c'est que je l'ai repris au moins 20 fois, tu t'en rappelles? Honnêtement, je m'en souviens pas. Oui, j'avais mal fait mon format de texte, justement, pour le transférer sur le télésouffleur, parce que, bon, ce que j'avais déjà fait, c'était pas vraiment un bulletin de nouvelles comme ça. Et puis, justement, les mots arrivaient pas, ils rentraient pas, je me plantais, ça m'a pris 20 minutes. Puis à un moment donné, c'est toi qui m'as dit, regarde Sylvain, prends une pause, là, on va aller manger, là, on refait ça après-midi. Puis, je l'ai eu d'une claque, straight, tout bon la première fois. Oui, c'est vrai ça, moi je me souviens pas. Mais après les 10 premières fois, là, je peux te dire que là, je me posais des questions. Ça vient de pire en pire, c'est ça. Je me posais des sérieuses questions à savoir, est-ce que je suis vraiment fait pour ce domaine-là? Parce que je suis pas capable de faire ça. Être journaliste puis être lecteur de nouvelles, c'est deux choses pas la même totalement affaire. différentes. Souvent, ils vont commencer journaliste puis on finit par faire ça. Mais quand un journaliste est appelé à faire une chronique, mettons comment est-ce que tu appelles ça quand tu as un mobile à l'extérieur?
J'espère que j'ai le mot anglais. Jeanne-Sophie, tu vas savoir. Mais un remote. Un remote, oui, c'est ça. Bon, quand ils font un remote, tu sais, le journaliste, souvent, il va parler... Il parle bien, mais il n'y a pas un texte nécessairement à lire. Il y a une préparation qui est faite à l'avance, puis il le livre, tu sais, de façon naturelle. Fait que ça, c'est une chose. Puis après, là, tu sais, il passe des clips, puis tout ça. Mais d'arriver, puis de lire un téléprompteur, là, c'est une autre discipline. Là, je mets au défi tout le monde qui dit « Ah, ça doit être facile de venir s'asseoir, puis juste lire un bulletin de nouvelles, puis que ça ait l'air intéressant, puis que tu mets des tons. » Et on me disait souvent, puis ça, Jeanne-Sophie me dit, puis je sais pas si elle s'en souvient, elle me disait souvent ton visage parle. Ouais. Elle disait ton intonation, elle dit, même si tu as l'air straight à la caméra, mais ton visage parle. Même des gens me disaient, là, sortaient, puis il y a des gens qui écoutent mes chroniques, un peu ma mère et ma famille écoutent mes choses, puis justement elle me disait, elle dit, ton visage parle beaucoup. Faut pas que tu émettes d'opinion. Ben oui. Puis il faut pas que tu émettes d'opinion, mais quand tu lis quelque chose puis que on voit ton opinion en arrière, juste dans ta face. Donc, ça, faut contrôler ça. C'est un art, faire ça. Là. Mais t'as-tu remarqué comment est-ce que ça a changé à travers les années? Ou est-ce qu'on dirait que, justement, je sais pas si c'est le web qui a emmené ça, avec le fait qu'il y a un peu de, entre guillemets, n'importe qui va pouvoir faire du contenu vidéo pour que les gens vont écouter. Mais on dirait que c'est plus... Il y a comme plus une approche... amicale ou, je sais pas comment dire, plus détendue dans la façon de livrer la nouvelle aujourd'hui que qu'est-ce qu'il y en avait il y a 10-15 ans, parce que c'était très, très droit, puis très... Radio-Canada. Vraiment très, le parler Radio-Canada. Moi, quand j'ai étudié, c'était ça. Il y a encore le parler, pareil, mais il est moins lourd, là, je trouve. Oui, beaucoup moins lourd. On perle moins. Ouais, c'est ça. On apprenait à perler. C'est ça. Puis quand moi, j'ai étudié en communication, c'est ça. Il disait... On est rendu à une autre époque. On parle des débuts des années 2000. J'ai sorti en 2001. Okay. Et puis, on parle d'une autre époque, là. Il dit, cette époque-là est révolue. Moi, j'avais, comme professeur de radio, j'avais un gars qui était directeur musical pour Radio Classique. Okay. Il travaillait avec Jean-Pierre Coallier, qui avait d'ailleurs la même voix, c'est incroyable, François. Très bon prof de radio, puis lui, il était justement, là, il disait, regardez, là, la radio, ça s'en va vers ça. La télé, ça s'en va vers du plus naturel. Justement, même avant l'ère des podcasts, là, c'était... Comme ça, on sentait là, que le bien parler et tout ça, c'était pas nous autres. On veut faire une télé qui nous ressemble, pas une télé qu'on a l'air... c'est comme si on parlait dans son salon. D'une certaine façon. Oui. Le lien aujourd'hui est beaucoup plus important de par les médias sociaux qui était dans le temps. Dans le temps, si tu avais quelque chose à dire sur quelqu'un, ben, il fallait que tu t'assoies, que tu écris une lettre, que tu mettes un timbre dessus puis que tu l'envoies à Radio-Canada ou à TVA. Aujourd'hui, c'est directement. Là, tu peux le faire en écoutant là, les commentaires qui passent. Puis c'est souvent pas très édifiant. Fait que, un commentaire, je sais pas si tu sais, mais un commentaire, est-ce que tu serais prêt à écrire un commentaire sur une lettre puis l'envoyer à la personne de la même façon que tu le fais sur YouTube ou sur Facebook, c'est quand même très différent. Là. Donc, moi, personnellement, les commentaires, oui, c'est le fun d'en avoir, mais il faut que ça soit constructif. Là, il faut que c'est juste pour se décharger de toutes ces frustrations, mais c'est pas bon. On est rendu vraiment à un autre opposé, dans le fond, là, quand tu regardes ça. Là, c'est rendu là. Puis je sais pas si tu as vu l'émission que j'ai faite avec Françoise Boivin, on en a parlé un petit peu. Puis on a parlé parce qu'elle en avait parlé aussi dans une de ces émissions que j'ai vues, là, un des postes qu'elle faisait des chroniques. Puis c'est spécial parce que on dirait que les gens prennent l'Internet pour livrer leur état d'âme, leur façon de penser, tout ça, puis un peu n'importe comment. Comme tu dis, il n'y a pas vraiment de feed, puis c'est pas toujours beau. Puis on dirait que les médias commencent à réfléchir ça. Dernièrement, là, tu vas voir des chroniques assez salées de certains chroniqueurs là, dans les journaux, que c'est comme « Oh boy, tu utilises ces mots-là pour parler de ces gens-là. » C'est spécial en tabarouette. Oui, il y avait une genre de rectitude qu'il y avait avant, un genre d'autocensure qu'il n'y a plus aujourd'hui. On a la censure, et on pense souvent, puis comme je disais à tout le monde, quand tu mets quelque chose sur Facebook, là, c'est comme exactement si tu mettais quelque chose sur la première page du Journal de Montréal. Tu sais, est-ce que tu veux faire vraiment la première page du journal le plus lu au Québec avec ta citation? Pas sûr. Tu sais, des fois, pense-y 2 fois. C'est ça qui m'intéresse plus, justement, du journalisme. Moi, c'était les rencontres. C'était vraiment les rencontres qui m'intéressaient.
Et puis, bon, avec la pandémie, tout ça, on n'en a pas eu. Mais c'était ça qui était le fun. Moi, c'était de faire les entrevues. C'était de parler à la personne. Je pouvais parler une demi-heure à la personne pour avoir 3-4 citations. Mais c'est justement, tu comprenais beaucoup plus de choses quand la personne te parlait que via peut-être un Zoom. Ça, quand tu l'as rencontré, la personne en face à face, c'était ça qui était intéressant. Puis, c'est peut-être un peu pour ça aussi que je suis revenu ici. Puis, quand j'ai fait l'entrevue avec Marc Fournier, bon, j'étais pas encore à l'emploi, mais c'est là que j'ai vraiment eu le goût parce que moi, ma carrière était finie. Là. Moi, je disais, bon, c'est correct. J'avais passé à autre chose. Je voulais pas être journaliste. Je me retournais livreur. J'étais livreur de pharmacie pendant 2 semaines, juste avant que j'entre ici. Et puis, c'est justement, je faisais mes petites livraisons, puis tout ça, puis ça allait bien. Mais quand j'ai fait cette entrevue-là, je me suis dit, bon, all right, là, je l'ai. Puis, bon, encore une fois, bon, mes parents, ma mère notamment, qui l'a écouté, puis elle me dit, ah, c'était bon, tout ça, c'était une bonne entrevue. Bon, faut dire qu'elle a peut-être un parti pris, un petit peu non, mais c'est très bien. Mais c'est ça, puis là, ça m'a redonné le goût à l'entrevue. Puis j'ai vraiment eu du fun, puis même je l'ai réécouté, puis maudit que j'ai eu du fun à faire ça. Puis là, quand j'ai vu ça, ben, j'ai dit, hey, pourquoi pas? Puis là, tu m'es arrivé avec un poste un peu mixte, parce que j'aurais pas repris le poste de journaliste. Même, non, j'aurais pas pris ça. C'était plus moi, j'étais plus là, j'étais plus rendu là. Quand il m'est arrivé avec le poste de technique et animation, j'ai fait comme, tiens donc, c'est peut-être un peu dans mes cordes, ça. Ça va satisfaire mon côté informatique, technique, puis ça, que je faisais déjà à l'époque que j'étais journaliste. Le monde ne savait pas, mais je le faisais de moi-même parce qu'à un moment donné, on a des besoins. Il y a une machine qui plante ou quelque chose comme ça. On a besoin de quelqu'un. Il faut avoir un mécanicien à quelque part. Puis je le faisais, mais je n'étais pas payé pour ça, entre guillemets. Là, c'est le fun. Là, on est en train d'intégrer des choses, puis tout ça, puis de faire des dossiers, de parler avec des compagnies. Puis ça, c'est vraiment intéressant à faire. C'est un beau poste qui me va vraiment à moi. Quand tu m'as parlé des détails du poste, j'ai dit, Colin, on aurait dit que tu l'as fait pour moi. Oui, mais tu reprends une partie de ce que moi je faisais déjà, dans le fond, là, parce que dans le fond, j'étais rendu que je faisais un peu de technique, mais je faisais beaucoup l'informel, l'animation. Puis en plus, on rajoute à ce que je faisais déjà, le côté plus que moi j'avais pas, qui est le côté informatique, puis réparation, tout ça, qu'on n'avait pas personne pour ça. Fait que dans le fond, non seulement tu remplis mon poste, mais tu fais encore plus parce que tu as des compétences que moi j'avais pas. Fait que je pense que c'est un bon ajout. C'est sûr que maintenant on peut pas tout connaître. Ça, c'est clair et net. On peut pas tout connaître en informatique. Là, c'est trop rendu vaste. Là. Mais au moins, c'est de quelqu'un qui prend le dossier en main puis qui va chercher les bonnes réponses avec les bonnes personnes. Puis, comme je disais, j'écoutais une émission où ils font du minage d'or. Puis justement, le gars, il est parti. Puis pour sauver, ben j'ai pas trouvé de mécanicien. Fait que je vais y aller comme ça. Mais c'est parce que ça pète tout le temps. Puis là, il est tout le temps pogné à à attendre le gars qui va réparer, à se tourner les pouces parce que la machine ne marche pas. Ben si, c'est la même chose. Là. On fait de la production, ben il faut que les machines marchent, il faut que les machines soient entretenues, puis il faut qu'au moins, s'il y a quelque chose qui plante, ben au moins, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là et dire « Oh, OK, c'est beau, je vais essayer de le réparer. » Puis 3/4 du temps, ben ça fonctionne. T'sais. Puis là, ceux qui jouent au bingo avec nous autres, qui nous écoutent là, ils doivent dire ouais, parce que c'est ça qui est arrivé. Là, le système informatique, à un moment donné, il a planté au niveau du réseau. Là, on n'était pas capable d'utiliser le logiciel de bingo. Puis, dans le fond, de un, ben, c'est plate pour les auditeurs. De deux, pour nous autres, c'est des pertes. Puis ça cause plein de problèmes. Là, fait que t'as comme besoin de ça. Oui, puis on parle de bingo. Juste comment il faut s'ajuster maintenant avec, encore là, on parle de format, mais il y a deux sortes de Vidéotron. Il y a encore le hélico qui est comme sur la fin, et puis là, il y a le nouveau Helix. Mais le problème, c'est que, exemple donné, on tire une boule et la personne va le voir sur hélico en premier, et sur Helix, c'est un petit peu plus long. Donc, on a un délai. Donc, il a fallu s'ajuster justement à ça. Puis, c'est ça qu'à un moment donné, il faut que tu fasses des ajustements tout le temps. Puis là, c'est un ajustement, c'est pas le dernier ajustement qu'on va avoir. Il va en avoir d'autres. C'est ça, il faut vraiment que tu aies quelqu'un qui soit là en arrière pour dire, OK, je la comprends la machine, je vais la réparer, je vais l'arranger, puis il faut que ça fonctionne. Parce que sinon,
tu te ramasses puis tu es là à attendre là, un gars, puis des fois ça peut être long, surtout ces temps-ci. Ça peut être long avant d'avoir du service. Il faut vraiment que tu aies quelqu'un qui s'en occupe. Juste, on parle de logiciel, de mettre tout ça à jour, de maintenir les choses, puis de voir aussi si jamais il y a des problèmes. Des fois, les mises à jour vont causer des problèmes. Donc, il faut quelqu'un qui soit là, peut-être pas 40 heures semaine, mais au moins une bonne demi-tâche là, pour être là. Dans le temps, Gilbert Lantier l'a fait pendant longtemps, puis c'était la même affaire. Il pouvait faire du montage, un peu de montage, mais sinon, on avait un problème. Mais moi, Jeanne-Sophie, c'était comme « Hey, Gilbert, on a un problème. » Tu peux continuer. Jeanne-Sophie fait « Gilbert. » Puis c'était tellement ça. Mais c'est ça que c'est. Parce que nous autres, il faut qu'on continue à produire. Là, comme on dit dans le milieu, le show must go on, mais c'est très vrai. C'est ça. Là. Puis quand on se rend compte aussi que il y a des conséquences directes à ce qu'une petite machine, tu dis une machine va péter, mais oui, mais c'est ça, mais c'est cette machine-là dans une chaîne, on parlait de chaîne tantôt, s'il y a un maillon qui casse, c'est fini. Puis il faut vraiment, puis ça casse jamais le vendredi après-midi quand tout est fini. Non. Hein? Ça casse le vendredi après-midi quand tu n'as pas fini ton émission, puis que là, il faut que tu remettes ton émission pour mettons, 5 heures. Ouais. C'est ça peut arriver. Puis d'ailleurs, la première émission d'Infomag que j'ai fait, j'avais un invité. Écoute, il est arrivé, je m'avais dit au début 1h30. Après ça, il m'a rappelé. Il m'a dit il m'a dit 3h30. Et puis l'autre, après ça, il est arrivé ici, il était 4h30. J'avais 5 minutes à faire. Le gars, ça ne tentait pas vraiment. Je sais pas, il avait pas l'air à être. Il a fait sa tournée des médias pendant la journée. Exactement. Il est brûlé, puis il y avait un show à faire le soir. C'est un gars qui vient de Montréal. Et puis là, nous autres, il fallait qu'on remette le show à 5h parce qu'il passait à 6h, si je ne me trompe pas, à 18h. Donc là, à un moment donné, puis c'est la première émission. Là, tu souhaites qu'on avait une nouvelle machine aussi pour faire le montage. Fait que tu souhaites que rien plante. Rien planté, mais tu souhaites que rien plante. Puis que là, quand le téléphone sonne, « Hey, t'as-tu ton émission? T'as-tu ton émission? T'as-tu ton émission? » Non, je ne l'ai pas. Je n'ai pas complété. Mon artiste n'est pas arrivé. C'est des choses que... aujourd'hui, c'est relativement facile. On l'a fait bing dans le montage et puis ça, on avait déjà fait toute une partie du montage puis on arrangeait juste ça. Mais quand tu étais à cassette, à ruban, ça, c'était toute une autre chose. Ouais. Puis quand tu faisais une coupe à une époque, tu peux pas la modifier comme tu veux. Là. Ah non, c'était chiant. Non, c'était vraiment là, tu coupais puis moi j'ai commencé à monter au collège au VHS. Là. Ouais, à 2 VHS. Moi aussi, au cégep, c'était à 2 VHS, les premiers montages. Puis quand je suis arrivé ici, c'est ça qu'on faisait. C'était du tape-to-tape. Là, je me souviens pas si c'était ça le terme. Ouais. Puis, fait que quand tu voulais faire une coupe, dans le fond, il fallait toujours que tu laisses à la fin de ta prise précédente un temps. Parce que tu peux pas tomber sur le black ou sur le ruban vierge. Il fallait que tu ailles comme un noir. Il fallait que tu ailles quelque chose pour pouvoir embarquer par-dessus. Sinon, c'est un petit peu difficile à expliquer comme ça, mais il fallait que tu embarques par-dessus un noir ou une image pour pouvoir faire en sorte que la coupe soit clean, que tu vois pas de jump. Là, fait que là, des fois, tu tirais un certain bout, mais là, à un moment donné, si tu faisais 3, 4, 5 fois, tu reprenais ton affaire. Là, c'est comme, OK, mais j'ai plus de jeu. Là, je vais embarquer par-dessus, mettons, la dernière syllabe de la phrase du journaliste. Là, ça marchait plus. Puis là, écoute, non, c'était chiant. Aujourd'hui, tu as besoin de 2 secondes, tu en remets 2. Tu l'enlèves 2. C'est un clic de souris. C'est là justement que tu n'as plus besoin peut-être d'autant de personnes pour faire la même job qui était là, parce que la job avance beaucoup plus vite. Ouais. Ne serait-ce qu'à la diffusion. C'est les ordinateurs qui font la diffusion. Il fut un temps, puis c'était même pour tous les gros réseaux aussi. C'était du monde, du temps homme, quelqu'un qui s'occupait de stacker les cassettes, mais là, il y avait des machines automatisées aussi. Là, mais nous autres, aussi, on avait des étudiants qui faisaient ça, ils passaient les cassettes à telle heure quand je suis arrivé. Il y avait un horaire. Puis là, c'était comme, OK, là, tu passes tel pub, tu passes tel show. Je me rappelle en radio, c'est des cartouchières. C'est un peu comme un genre de cassette 8-track, même principe qu'une cassette là, qu'on avait. Puis c'était vraiment, tu pluguais ça. D'ailleurs, on disait le terme clouer. Clouer la cassette. Clouer. Oui, parce que ça vient de clouer pour cue. Qui veut dire placer en anglais. Ouais. Et donc, ça, on disait, t'as pas cloué à la cassette. Cloué à la cassette, ça c'était chose quand j'étudiais en radio, quand des stations communautaires, justement, qui n'étaient pas, ils ne pouvaient pas être à la fine pointe de technologie, justement, parce que ça coûtait trop cher. Fait que, non, j'ai passé à travers toutes sortes d'étapes pour me rendre ici. Et puis, là, de revenir, comme je l'ai dit, c'était intéressant. Puis,
c'est un nouveau poste qui est comme un peu mixte. Puis honnêtement, ça me va parce que c'est un bout. Je suis assis, je fais de l'informatique, je pense avec la tête. Puis l'autre bout, je vais être devant la caméra ou en train de faire des choses. Moi, c'est les gens, ils savent pas, mais je suis quelqu'un qui va ramasser. Je ramasse des ordinateurs tout le temps. Ah ouais. Tout le temps. J'en ai des tonnes. Je pense que j'en ai au moins 15. Toutes sortes de tas. Là. Des fois, ils sont finis, des vieilles affaires. Je ramasse ça. Puis là, à un moment donné, je m'en débarrasse parce que là, j'en ai trop. Mais c'est ça, tu sais, je vis dans mon bureau est rempli de bébelles informatiques. C'est assez incroyable. J'ai des pièces pour des affaires qui existent même plus depuis 25-30 ans. J'aime ça. J'aime ça. Puis d'être capable de remonter une machine, d'en prendre 3, d'en faire une, c'est bon, c'est ça qui est le fun, c'est intéressant à faire. Puis c'est ça que ça me permet de faire ici aussi, parce que ça me permet d'occuper mes doigts, puis de la dextérité fine, comme on dit, les petites vis, les ci, les ça, puis de remonter des ordinateurs, moi j'adore ça. Là. J'aurais fait ça de ma vie. Si ça n'avait pas été des communications, je serais probablement assembleur d'ordinateur ou quelque chose comme ça. En informatique, oui, parce que j'aimais beaucoup ça. Mais c'est cool pour la chronique. J'imagine que tu vas en faire d'autres, des chroniques techno avec Stéphanie. Dans le fond, c'est comme tu touches à l'aspect animation que tu aimes bien, puis là, le côté techno. Comment tu as trouvé ça, faire ta première chronique? Mais tu l'as fait juste une? Je l'ai fait juste une à date. Okay. Et puis, j'ai déjà plein de sujets que je veux parler aussi. Qui relie techno et aussi qui relie aussi le monde commun là, les mortels, comme on dit. Je veux pas, c'est dur à expliquer, mais tu sais, tu veux dire quoi, le commun des mortels? C'est ça, le commun des mortels. Ce qui est le fun, c'est que justement tu peux l'informer de choses qui vont le toucher par rapport à l'informatique, par rapport à la technologie. C'est ça que je voulais dire. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, de parler de technologie. Puis souvent, il y a des idées qui vont émaner de tout ça. Puis tu dis, hey, c'est vrai, c'est pas fou, j'avais pas pensé à ça. Puis il y a tellement de produits aujourd'hui, tellement de bons produits, il y a tellement de mauvais aussi, mais il y a tellement de bons que juste à parler de produits, on en a pour des heures et des heures et des heures. Là. Puis c'est un sujet qui me passionne, qui m'a toujours passionné depuis que je suis chaud comme 3 pommes. Je pense que c'est moi qui ai montré à mon père comment se servir d'un micro-ondes quand j'avais à peu près 8 ans. Et puis je pense que c'était 89, ça, j'avais 7-8 ans à peu près. Donc, les machines, c'était moi qui les apprenais chez nous. Là. Mon père achetait une machine, il connaissait absolument rien là-dedans. Puis c'est ça, il me mettait là, puis il dit, programme-moi ça. C'est ça que je fais. Puis j'ai réussi à faire justement un métier de ça. Puis c'est ça qui est intéressant. Ouais. Regarde, je te souhaite la bienvenue, ou je te souhaite la bienvenue, je sais pas comment je vais dire. Remercie. En tout cas, je suis content que tu sois revenu avec nous autres, puis j'espère que tu vas apprécier ton temps là, au cours de la prochaine année avec tous les projets qu'on a. On en a en masse. Ouais, on en a beaucoup de choses. Puis merci d'être venu à l'émission pour jaser de ton retour puis de ta passion de la techno. Merci. Cool. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos émissions.